Attends. Bien, merci Madame la députée. Moi, j'ai un titre aussi éminent que vous, puisque je suis délégué à la programmation de ces rencontres. En tout cas, il y a une frontière que vous n'avez pas franchie, Dieu merci, c'est celle du cumul des mandats. Et on est bien content d'avoir une députée qui nous représente et qui ne soit pas cumularde. C'est une frontière, j'espère, on ne sautera pas trop, celle-là. Bien, je vais juste rappeler l'esprit de ces rencontres. Je vous rappelle que depuis 6 ans, nous essayons d'entretenir et de stimuler l'opinion publique, sachant qu'on ne sait pas très bien ce que veut dire ce mot d'opinion publique aujourd'hui, où on lui fait dire à peu près n'importe quoi et par tous les moyens. J'ai dit à une radio locale que nous étions quelque chose entre le café du commerce et la recherche scientifique, ce qui veut dire qu'on est vraiment situable nulle part, mais on essaye d'inventer quelque chose qui donne un sens à ce public. On espère que nous y arriverons, ou nous y arrivons déjà. En tout cas, ce que nous entendons par là, c'est une obligation mutuelle de réfléchir ensemble. Et on espère que, bien sûr, vous êtes là pour ça. Merci d'être là, donc. Je vous rappelle aussi, deuxièmement, que ces 6 rencontres sur l'identité cherchent à définir, non pas à définir l'identité, mais à définir des différences aimables, c'est-à-dire des frontières, pourquoi pas, mais dont on pourrait se féliciter. Et j'espère que nous allons, avec ces rencontres sur les frontières, nous allons essayer de répondre à cette question, c'est-à-dire, non pas pour râler simplement contre ou pour les frontières, mais pour essayer de les définir de manière aimable, de manière acceptable, vivable, respirable. J'espère que nous trouverons quelques réponses à ça, sachant que pour l'instant nous avons appris avec les précédentes rencontres qu'en tout cas une identité qui pouvait se défendre, c'était une identité qui n'était pas un alibi pour la discrimination. J'espère que nous vérifierons ce point dans ces rencontres. Enfin, je voudrais nous excuser parce que, comme d'habitude, on a été dépassé par notre sujet. Il y a beaucoup de manques dans ce que vous allez voir pendant ces 5 jours. En particulier, nous n'avons pas réussi à avoir des géographes purs, alors qu'ils sont les premiers concernés. C'est de leur faute, hein. On a écrit à beaucoup de gens, mais bon, soit ils n'étaient pas libres, soit ils n'ont pas répondu, soit voilà. Mais enfin, c'est notre regret de ne pas avoir de géographe. On s'est rattrapé avec les bouquins qui sont sur la table, où il y a quelques livres de géographes tout de même. Et puis enfin, moi c'est mon regret personnel de ne pas avoir traité la frontière entre l'homme et l'animal. Mais peut-être que, ma foi, on trouvera ça pendant les prochaines 10 rencontres, les dizaines de rencontres que nous allons encore organiser. Voilà. Pour le dispositif, pour ceux qui n'étaient pas là aux précédentes rencontres, je vous le rappelle, on commence par le film. Je ne vais pas vous le présenter, on verra après. Ensuite de quoi donc les intervenants viendront se mettre en place. Et après leur présentation, chacun ou chacune d'entre elles, eh bien, on commencera la discussion. Voilà. Bon film, à tout à l'heure. Ça marche, oui. Bien, alors je vais passer tout de suite la parole à la réalisatrice et à la responsable des images de ce film, puisque vous êtes cité dans le générique. Je vais vous laisser la parole à toutes les deux. Je vais simplement ajouter que vous vous attendiez à 3 personnes, il y en a 4. Donc le jeune homme à côté de ces 2 superbes créatures, c'est Pavel Moustiakiewicz, qui était prévu jeudi aux rencontres, qui s'excuse beaucoup, mais il peut absolument pas se libérer jeudi, donc il nous fait l'amabilité d'accompagner son épouse, car Élise, qui est à mes côtés, en réalité est l'épouse de Pavel, personne ne le sait, mais c'est comme ça. Et tous les 2 sont là comme experts,
juridique en particulier. Pavel tient à dire qu'il ne s'exprimera pas au nom de la Commission européenne, dont il n'est pas le porte-parole. Vous savez que ces choses sont très précises et hiérarchisées, mais il est là comme expert des flux migratoires en Europe et il travaille à la Commission européenne. Quant à Élise, elle est professeure de droit un peu spécialisé du côté des migrations, elle aussi. Voilà, ils prendront la parole après Naïs et Yasmine. À vous. Bonsoir, ouais. Merci. Merci d'être venu. Souvent, on propose aux gens de poser des questions, tout simplement. Parce que j'imagine, j'espère que le film vous fera réagir. Mais sinon, on peut aussi parler du film, tout simplement. Moi, j'aurais une première question à vous poser. J'ai remarqué une chose qui m'a assez frappé, c'est qu'avant tout, dans ce film, ce sont des paroles de femmes. C'est pas du tout un reproche, mais je voudrais savoir quelle en est la raison. C'est un truc assez surprenant, quand même. On n'entend absolument pas les hommes s'exprimer, ou pratiquement pas, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs raisons au fait que la présence des hommes dans le film soit vraiment en creux. D'abord, Yasmine et moi, donc en fait, c'était une équipe de tournage très réduite, puisque donc Yasmine était au son et puis moi j'étais à l'image. Et il y a également Gabriela Lupo qui était l'interprète. Et donc en fait, on était tout simplement 3 femmes. Et c'est vrai que dans cette famille, en tout cas, les genres sont très distinctement séparés. Même dans la caravane, on ne s'assoit pas forcément au même endroit. En tout cas, c'est plus les femmes avec les femmes et les hommes avec les hommes. Donc l'accès à la parole des hommes était un petit peu assez difficile, d'une part. Voilà, il y avait une certaine frontière, effectivement, qui aurait pu être franchie, et qui aussi le fait est aussi que Toto, donc le mari de Houtsa, elle l'évoque un petit peu dans le film. C'était pas un personnage que moi j'avais vraiment envie de mettre en avant, parce qu'il est, pour être sincère, il m'était pas très sympathique. Et d'autre part, on s'est rendu compte en étant en Roumanie que la place des hommes en Roumanie dans le film aurait pu être ne posait absolument pas de problème à cet endroit-là, parce qu'il nous a semblé que en France, le fait que certains hommes soient par exemple obligés de faire la Manche parce qu'ils étaient tout simplement trop vieux pour faire de la ferraille, voilà, ils n'avaient pas envie d'apparaître comme des personnes. Autant Veta, la grand-mère, parle de la charité et parle du fait de faire la Manche comme quelque chose de très lié à sa foi chrétienne, autant par exemple son mari le vivait mal en tant qu'homme d'apparaître comme ça en position un peu de misère, on va dire. Et donc ce même monsieur en Roumanie était très, très présent et prenait la parole sans... Voilà. Alors donc il y a plusieurs raisons à... Oui, juste pour surenchérir, c'est lié vraiment à la manière dont on a construit le film en le faisant, parce qu'à l'origine, l'idée originale de Naïs, c'était plutôt de travailler sur la ferraille et donc le travail des hommes. Mais dans la relation qu'on a eue avec cette famille, on a eu des meilleurs rapports, des rapports plus intimes avec les femmes. Et c'est cette intimité qu'on a voulu creuser. Et du coup, ça nous a amené de fait à montrer ces paroles de femmes. Et puis pour la construction du film aussi, en tout cas, il m'a semblé que c'était intéressant d'avoir la grand-mère, sa fille et les petites filles, parce que d'une part, on a la mémoire de la migration, de Ceausescu, du pourquoi la migration économique et le rapport à l'histoire de leur territoire d'origine. Et ensuite, d'une certaine manière, le présent avec Houtsa qui est plus, voilà, en trouver à manger, s'occuper des enfants, quelque chose qui est très lié au temps présent, et les petites filles qui peuvent poser la question du futur de leur place en France ou en Roumanie, même si le film ne parle absolument pas au nom d'une communauté ou quoi que ce soit, mais voilà, ces petites filles, elles posent quand même la question de leur présence en France et de comment
comment pourra se dérouler la suite. Est-ce que vous pourriez revenir sur le titre tiers paysage, que vous écrivez comme tiers état, justement, en faisant référence à Gilles Clément. Vous pouvez expliquer un peu ce titre? Oui. Alors, les écrits donc Gilles Clément, c'est un paysagiste qui est aussi, d'une certaine manière, philosophe, moi je trouve. On pourrait dire les choses comme ça. Et donc, qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle Le Manifeste du tiers paysage, qui parle un peu de ces endroits comme ça, qui sont des entre-deux, des zones de délaissés. Alors, ça peut être des bords de route, ça peut être... c'est des endroits qui sont ni de la nature, on va dire, primaire, qui a jamais été déflorée, entre guillemets, par la présence de l'homme, ni des endroits vraiment construits par l'homme. C'est des zones, quoi. Et ces zones, elles vibrent d'une... Enfin, lui, il en parle... voilà, ce qu'il dit, c'est que c'est la petite citation qu'on a mis à la fin, c'est des endroits qui sont ni soumis au pouvoir, ni... C'est pas des lieux de pouvoir et c'est pas des lieux soumis au pouvoir. De soumission. C'est ça intéressant. Voilà, pour nous, c'était il y a un rapport à la liberté, un endroit qui n'a pas de destination et qui, en fait, c'est le champ des possibles qui est complètement ouvert à cet endroit-là. Et moi, quand j'étais aux Beaux-Arts, en fait, ça me plaisait beaucoup tout ce qu'il écrivait, ce monsieur-là. Donc voilà, je me suis construit un petit peu avec cette pensée. Et donc, comme c'est mon premier film, et il y a Yasmine aussi d'ailleurs. Et donc. Ça me semblait intéressant en fait de dézoomer le propos et d'amener un regard un peu plus large sur un film qui est assez intimiste, qui est comme ça avec une famille, et de proposer un regard un peu plus large sur la manière dont le territoire est appréhendé. Et c'est aussi pour ça que la scène de fin se passe pour le coup en plein centre-ville de Montpellier. Parce que donc c'est les jardins du Pérou. Zina, elle est en haut des jardins du Pérou, ça s'appelle comme ça. Donc en fait, de cet endroit-là, on domine vraiment toute la ville. Et c'était ça pour le coup, c'est une scène qui est plus ou moins écrite. En fait, Zina, elle a fait strictement ce qu'elle voulait, mais ce qui était écrit, c'était juste, voilà, moi j'aimerais finir le film à cet endroit-là, parce que c'est pas du tout du tiers paysage, c'est le centre de la ville et de lui proposer d'être en position de domination, enfin juste au-dessus, et pas en périphérie, et pas. Voilà, c'était une envie de questionner ce rapport au territoire. Oui, je crois qu'un anthropologue parle de non-lieux pour définir des lieux en ni, comme ça, oui, qui sont très difficiles à définir. Autre chose m'a frappé dans votre film, c'est l'absence des institutions et des associations. J'ai vu que dans le générique, vous remerciez Médecins du Monde et puis des associations qui s'occupent des Roms à Montpellier. Mais dans le film, on ne les voit pas du tout. Alors, ça nous permettrait peut-être de faire le lien avec le droit européen. Je suppose que c'est délibéré de votre part de ne pas avoir montré le rôle de ces associations. Dans le film, je l'ai vu que très indirectement avec la petite fille qui dessine des L, où on devine qu'il y a l'école quelque part. Mais enfin, comme elle dit qu'elle est allée 8 mois à l'école, enfin bon, c'est... Voilà, c'est... Alors c'est une question qu'on s'est posée tout au long du tournage, du travail qu'on a fait, parce que on a un peu exploré des pistes autour des institutions et des associations, parce qu'il y a une association de soutien aux Roms qui s'est constituée à Montpellier pour empêcher l'expulsion, parce qu'en fait ils étaient sur un terrain qui allait être construit, qui est en face de la nouvelle mairie, donc qui est un peu la nouvelle zone résidentielle de Montpellier. Et donc il y a un comité de soutien très actif qui était présent sur le terrain, pardon, et qui a obtenu ensuite la relocalisation sur un autre terrain. Et donc ces gens de plusieurs associations qui faisaient partie du comité, on a eu pas mal de contacts avec eux, mais il se trouvait qu'ils étaient un peu moins en contact avec la famille avec laquelle on travaillait. Et puis surtout, c'est arrivé en fin de tournage. Et c'est arrivé en fin de tournage, vraiment le moment où il y a eu l'expulsion, et c'était après l'expulsion. C'était
une expulsion négociée, enfin le changement en fait de terrain. C'est arrivé à la fin de notre travail. Donc la menace de l'expulsion est tout le temps présente dans le film. Mais ensuite, la résolution par l'intervention des associations, etc., c'est du off en quelque sorte, c'est pas présent. Et la question de l'école, on avait ce désir d'avoir un fil autour de l'école et de la scolarisation des petites filles, parce que on sentait qu'elles avaient envie d'aller à l'école, elles avaient eu une expérience qui malheureusement n'a pas fonctionné. C'était assez dur parce que l'école qui avait un dispositif d'intégration des enfants de langue étrangère, enfin donc avec un dispositif spécifique d'apprentissage du français, elle était assez loin de chez eux. Et donc cet éloignement était un peu dissuasif en fait pour eux, outre le fait que les parents n'ayant pas été scolarisés, ils ne voyaient pas très bien l'intérêt aussi de scolariser les enfants. Donc voilà, c'est quelque chose qui est toujours resté un peu en marge et qu'on n'a pas, pour lequel on n'avait pas assez de matière. Et il y avait aussi la question de rapport à la police. On a parlé avec des policiers aussi qui venaient faire des contrôles d'identité sur le terrain, mais pour la construction du film, en fait, il fallait se concentrer sur la famille. C'était un angle plus intéressant. Et le rapport aux institutions, finalement, il apparaît en creux par rapport à tout ça. C'est quand même plus ça. C'est l'envie de faire un documentaire un peu en immersion, quoi, qui soit à échelle humaine, tout simplement, au cœur des paroles, voilà, de ces femmes, et pas forcément d'avoir plusieurs intervenants qui parlent de la question de... voilà, c'était pas du tout l'axe de réalisation, en tout cas, qui nous intéressait, même si on a rencontré Médecins du Monde, ATD Quart Monde, et qu'il y a beaucoup d'associations qui sont là... et qui nous ont aidés d'ailleurs pendant tout le tournage, et qui effectivement en fin de tournage, quand il y a eu le début des expulsions, enfin c'était à l'été 2010, la décision des expulsions dans toute la France, se sont là fédérés, et c'était un beau moment, parce qu'il y a plein de choses qui se sont faites, et malheureusement il a fallu attendre des extrémités, mais bon. Et juste... Mais pour reparler de l'école et au-delà des associations, il y a aussi des citoyens, tout simplement. Donc, par exemple, une femme en fait qui est une institutrice à la retraite qui fait l'école en fait, enfin fait l'école entre guillemets à Zina et Michela entre midi et 2, 3-4 jours par semaine. Et il y a aussi beaucoup d'initiatives comme ça personnelles qui fleurissent et qui sont donc cette femme par exemple, on l'a jamais rencontrée, mais moi j'aurais beaucoup aimé que ça puisse rentrer dans le film, et malheureusement vraiment elle nous a glissé des doigts, quoi. On n'est jamais arrivé à la voir, ben, voilà, c'est comme ça, mais c'est plus des choses que j'aurais valorisées moi personnellement dans le film, mais voilà. Je voudrais dire que c'est un film que j'ai trouvé très intéressant et très émouvant, parce que vous montrez à la fois des situations de misère, de grande pauvreté, et à la fois une grande beauté de ces êtres humains, et une grande noblesse surtout. Donc voilà, sans effet, d'une manière... on sent que c'est fait naturellement, mais ils sont comme ça naturellement. Ce sont des mendiants orgueilleux, pour reprendre l'expression d'un écrivain... pardon ? Cossery, merci, Albert Cossery. Donc, par contre, j'avais une question. À un moment, je crois que c'est la grand-mère, elle parle des tziganes, et on sent qu'il y a une dissension entre ces différentes communautés. Est-ce que c'est quelque chose de général chez les gens du voyage? Est-ce qu'ils sont désunis, ou est-ce que c'était simplement lié à cette famille, disons? Mais de toute façon, on ne va jamais parler au nom des Roms. Nous, déjà, on n'est pas des spécialistes, et puis on a rencontré cette famille-là, donc on ne peut pas dire en général ceci ou en général cela. Après, voilà, la thématique du festival, c'est frontières, et c'est vrai que pour le coup, nous, on a pu observer qu'il y avait
que c'était très compliqué, qu'il y avait plein d'étiquettes. Mais justement, ce qui était intéressant, c'est que ces frontières, elles étaient mouvantes. En fait. Elles étaient mouvantes en fonction des interlocuteurs, et ce qui nous a amené aussi à pas trop creuser cette piste des différents groupes, parce qu'on s'est rendu compte que les groupes, ils étaient différents en fonction du contexte de conflits parfois très locaux qu'il pouvait y avoir, où par exemple telle personne va dénoncer telle autre comme étant des tziganes arriérés, traditionnalistes, etc. Alors qu'en fait ils sont pas d'un groupe ethniquement différent, ils sont de la même famille, mais ils se sont disputés sur le lieu où ils vont faire la mendicité, ou sur des choses comme ça. Et du coup, ces frontières entre les groupes, elles nous ont semblé assez mouvantes, surtout que, par exemple, la maman Outsa, parfois, elle parlait des Arabes du marché comme des cousins. Finalement, c'était un peu des Roms aussi. Enfin, la question de la frontière, elle nous a pas semblé aussi rigide que. Du coup, ça nous a pas semblé très pertinent de creuser l'idée de groupes très différents, de communautés très structurées et qui s'opposeraient les unes aux autres. Ma question s'adresse plutôt à Powell, le mari d'Élise. Dans les années 70, j'ai vu un film qui s'appelle J'ai même rencontré des tziganes heureux. Et c'est exactement la même image. 40 ans après, on retrouve la même misère, la même débrouille, la même ferraille. Est-ce que l'Europe est incapable de s'occuper des gens du voyage? Voilà ma question. Alors c'est peut-être une occasion parfaite pour que j'introduise mon sujet, non? la femme de Pavel. Puisque, si ça colle, si vous me permettez, les organisateurs. Je voyais des grands signes là que c'était. Donc, merci beaucoup à l'association Tapage pour cette invitation. Et on m'a justement demandé d'apporter un éclairage sur la perspective de l'Union européenne et comment la gouvernance européenne s'empare ou ne s'empare pas de la question de la mobilité et de l'intégration des Roms. Alors, je parlerai des Roms parce que c'est le jargon européen, c'est le terme qui est choisi à l'échelle européenne. Et c'est vrai que c'est une communauté qui a été identifiée comme une minorité vulnérable en qualité de Rome à l'échelle européenne. Alors, en tant que juriste, peut-être une petite précision. Moi, je suis spécialisée en droit européen, donc je ne connais pas forcément les détails du droit français. La matière que je connais, c'est celle qui établit des droits minimums applicables à travers les 27 États membres. Je ne travaille plus en France depuis longtemps, donc je ne connais pas les détails. Donc, ce dont je parle, c'est vraiment les seuils, les standards applicables à travers l'Union européenne. Et aussi, il m'a semblé utile, et ça tombe bien que vous en parliez dans votre film et encore dans votre présentation là, à la fin, de prendre un ensemble de faits qui ont été particulièrement spectaculaires à l'échelle européenne, dont on a beaucoup parlé. C'est justement les événements de l'été 2010 sous le gouvernement Sarkozy. Je ne sais pas très bien quel vocabulaire utiliser, mais les renvois de centaines, de milliers en fait, de Roms d'origine bulgare et roumaine vers leur pays d'origine. En particulier dans le contexte de démantèlement de camps illégaux, c'est-à-dire de résidences non légales sur des territoires qui n'étaient pas destinés à la résidence de quelques groupes que ce soit. Donc c'est un peu le cas pratique, je dirais, que je prends pour vous montrer à la fois les forces et les faiblesses du droit de l'Union. Et donc, effectivement, ces événements, ils ont beaucoup marqué l'opinion publique européenne, non seulement en France, mais à l'étranger. Et c'était aussi devenu un peu un fait politique, puisque les institutions européennes, que ce soit la Commission, le Parlement, le Conseil, se sont tous prononcés, ont essayé de prendre position, etc., même si à la fin, ils n'ont pas fait grand-chose. Mais je vais quand même essayer de vous montrer qu'il y avait vraiment des violations du droit de l'Union. Donc, le droit de l'Union est pertinent, mais il a des forces et des faiblesses. Et donc, dans le temps, pour essayer d'être un petit peu rapide et d'avoir le temps pour la discussion, je voudrais juste souligner deux grands ensembles de normes qui s'appliquent à la question de la mobilité et de l'intégration des Roms. Le premier ensemble, c'est le droit européen de la non-discrimination.
Je me permets d'insister à l'invitation de Christine sur le fait qu'on vous a fait reproduire, si ça vous intéresse, c'est les photocopies au bout de la table, des exemplaires de tous les textes que je vais citer aujourd'hui, si vous avez envie de les parcourir chez vous, pour vous montrer que l'Union européenne ne porte pas que sur des questions purement économiques, il y a aussi des droits fondamentaux et des valeurs sociales. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc ce premier pan du droit, qui est pertinent pour les questions de mobilité et d'intégration des Roms, c'est le droit de la non-discrimination. Alors, ces instruments-là, ils sont particulièrement intéressants à mon sens, parce qu'ils sont aussi assez récents. On les doit au traité d'Amsterdam, qui a été signé en 1997, et au traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur en 2009. Donc ce sont des textes sur la non-discrimination, en particulier sur critères de race et d'origine ethnique. Donc il y a des instruments qui sont plus anciens, notamment l'égalité homme-femme, et j'y fais juste allusion puisqu'il y avait une question sur le rapport entre les hommes et les femmes. L'égalité homme-femme en droit européen, c'est beaucoup plus ancien, mais la lutte contre les discriminations sur critères d'origine ethnique ou de race, ça date à peu près de 2000. Et l'instrument phare, c'est une directive de 2000. Elle s'intitule très précisément la directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction d'origine ethnique ou de race. Et cet instrument est très intéressant puisqu'il interdit les discriminations de la part d'autorités publiques comme de la part d'autorités privées, mais dans un certain champ, dans un certain nombre de situations. Et ces situations, elles sont listées dans l'article 3 de la directive, si vous avez envie de le lire. Les conditions d'accès à l'emploi, l'accès à tous les types et niveaux d'orientation professionnelle, les conditions d'emploi et de travail, l'engagement à des organisations de travailleurs et d'employeurs, donc c'est les organisations syndicales, etc. Protection sociale, avantages sociaux, éducation, accès aux biens et aux services, à condition que tout ceci soit disponible au public. Donc cette directive est vraiment très très intéressante. Elle a conduit à des grandes améliorations du système juridique de lutte contre les discriminations à travers l'Union européenne. Et elle s'accompagne aussi de règles procédurales qui obligent les États membres à développer une structure qu'on appelle des organes pour la protection contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Par exemple, la HALD, qui maintenant s'appelle le Défenseur des droits de l'homme, c'est un organe qui a été créé suite à cette directive. C'était une exigence de l'Union européenne en matière de lutte contre les discriminations. Et donc c'est vraiment un très bel instrument, cette directive, mais il ne s'appliquait pas aux événements de l'été 2010. Pourquoi ? Tout simplement puisque les droits qui sont protégés là ne concernent pas le séjour sur un territoire qui n'est pas légal, donc sur une zone, je veux dire, sur une zone, un camp ou un espace, je ne sais pas comment on veut le définir. Ça, ce n'est pas couvert dans cette directive qui ne concerne que l'accès au logement dans le cadre de logements disponibles au public, légalement. Et d'autre part, cette directive ne s'applique pas non plus au franchissement des frontières. Elle ne s'applique vraiment qu'à l'accès à l'emploi, à l'accès à l'éducation, etc. Donc les renvois en soi ou les conditions de retour ne sont pas en principe couvertes par cette directive. Et si ça vous intéresse, on pourra discuter pourquoi cette limite, parce que je la trouve intéressante. Après, en dehors de cet instrument-là, il y a deux autres instruments, mais qui ne sont pas non plus applicables. Je les mentionne juste parce que peut-être au-delà de mon cas d'étude aujourd'hui, c'est peut-être bien que vous sachiez qu'ils existent. Il y a un instrument, qui sont aussi tous les deux au bout de la pile, là-bas, une décision cadre sur la lutte contre la xénophobie et le racisme, qui date de 2008. Donc l'Union européenne s'en mêle. Et là, l'apport de cette décision cadre, c'est qu'elle exige que des discours publics incitant à la haine raciale, donc on est un peu dans un autre niveau de gravité, je dirais, soient punis dans les États membres par le biais du droit pénal. Donc ça demande que les États membres de l'Union européenne, les 27, lutte, je dirais, contre les discours xénophobes et racistes par le biais du droit pénal. Mais de nouveau, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, ce n'est pas vraiment le genre de problème qui était soulevé par ces événements de 2010. Et le dernier instrument qui appartient à cet ensemble du droit européen de la non-discrimination, qui me semble pertinent peut-être de façon générale, c'est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui interdit clairement les discriminations sur critères d'origine ethnique, mais qui a aussi une grande faiblesse. Et cette charte, on la doit au traité de Lisbonne. Enfin, elle a un effet liant depuis le traité de Lisbonne, donc elle a un effet liant depuis assez récemment.
Mais elle a une grande faiblesse, cette charte, c'est qu'elle ne peut être utilisée qu'en conjonction avec un autre élément du droit de l'Union. Donc c'est la discrimination dans l'utilisation d'un autre droit. Elle est comment dire, parasitique, si vous voulez, cette charte. Donc là, de nouveau, comme le reste du droit de la non-discrimination n'était pas applicable, elle était un peu limitée. Par contre, on pouvait l'utiliser en combinaison avec le deuxième pan dont je vous ai parlé, le deuxième volet du droit de l'Union, qui est très pertinent pour la question des Roms, c'est le droit de la libre circulation. Donc là, on ne parle plus de discrimination sur critères d'origine ethnique ou de race, mais de droit à la libre circulation. Et ça, c'est vieux comme la Lune en droit européen, en droit de l'Union. Ça date du traité de Rome. Le régime juridique applicable est très bien résumé dans un instrument qui est la directive 2004-38, qui date donc de 2004. Ça a l'air assez épais dans la pile de copies qu'on vous a fait, mais en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de mauvaises mises en forme dans ce document que j'ai envoyé, c'est de ma faute. En fait, elle n'est pas très longue, et elle résume tout le droit de la libre circulation, comme je dis, qui préexiste à la directive. La directive ne fait que moderniser les matériaux. Mais donc c'est assez ancien. Et là, les principes sont assez simples. Si on est un citoyen de l'Union européenne, ce qui était le cas en particulier de beaucoup des Roms concernés par les renvois l'été 2010, c'était beaucoup des Bulgares et des Roumains, donc des citoyens de l'Union européenne. Quand on est citoyen de l'Union européenne, et sous réserve, je peux peut-être le dire rapidement, sous réserve de restrictions transitoires, parce que les États qui sont devenus membres de l'Union européenne le plus récemment, c'est-à-dire la Roumanie et la Bulgarie, ont encore des régimes juridiques transitoires qui expirent la fin 2014, qui donc posent encore quelques limites à l'application de cette directive 2004-38, mais enfin, en l'occurrence, je crois que c'était pas ces limites transitoires sont pas les plus pertinentes. Donc juste pour vous donner une idée de ce qui est contenu dans ce droit européen de la libre circulation et donc des principes gouvernés par la directive 2004-38, l'idée est celle d'un droit à la mobilité. On peut quitter son pays de l'Union pour aller dans un autre pays de l'Union. On peut y rester à peu près sans aucune difficulté pendant 3 mois. Ensuite, on a aussi un droit de résidence. Donc on peut rester dans un autre État membre pour une période qui peut être indéfinie en fait, mais en particulier les premiers 5 ans, il faut remplir des conditions. Donc ce droit à la mobilité dans l'Union européenne n'est pas un droit inconditionnel. La première condition, et ce sont 3 conditions alternatives en fait. Ou bien on a une activité économique, donc on est prestataire de services, ou on est établi, on a une petite entreprise, ou on est salarié. Et dans ce cas-là, on a le droit de résider plus de 3 mois, etc. Ou bien on peut montrer qu'on est étudiant. Et dans ce cas-là, il y a tout un autre régime qui s'applique. Et ces 2 critères, c'est ceux que vous connaissez. Je veux dire, moi-même, j'utilise ce droit de travailler aux Pays-Bas. Pavel utilise ce droit de travailler. Il est polonais, il travaille en Belgique. Vous connaissez tous des étudiants qui sont partis faire Erasmus dans un autre État membre. Donc cette directive, elle est très généreuse. Elle donne beaucoup de droits à beaucoup de gens. Mais si on n'a pas une activité économique ou qu'on n'est pas étudiant, alors il faut être capable de montrer qu'on a des ressources suffisantes ou une assurance de santé, de telle sorte qu'on n'ait pas une charge pour l'état social, l'état d'accueil. Et bien entendu, ça, c'est quelque chose qui est un peu délicat. Donc ce droit à la libre circulation et surtout ce droit à résider dans un autre État membre n'est pas inconditionnel. Et même si on remplit ces critères-là, le droit n'est pas illimité. C'est-à-dire qu'il peut, même si on a une activité économique, on est étudiant ou bien on a suffisamment de ressources, on peut voir son droit limité si on est une menace à l'ordre public. Donc ce droit à la libre circulation, il est très très généreux, mais il n'est pas inconditionnel et il n'est pas non plus illimité. Alors comment ça s'applique à cette espèce de cas d'étude de l'été 2010 ? Eh bien tout simplement, dans le groupe des Roms qui ont été rejetés de leur logement et renvoyés ou invités, parce qu'il y avait aussi des questions de savoir comment on leur avait demandé de rentrer chez eux. Le gouvernement français a dit mais en fait on les invite à repartir, ils ne sont pas obligés de repartir.
Bon, bref, la grande faute là du gouvernement français, et ça continue un peu au-delà de ce cas de 2010, hein, c'est qu'en général, ce sont des évaluations de groupe. C'est-à-dire que le gouvernement décide qu'un groupe entier, sur un territoire donné, doit être renvoyé. Et là, il y a une violation tout simplement procédurale du droit de l'Union, parce que le droit de l'Union exige qu'on vérifie au cas par cas qui est économiquement actif, qui est étudiant, qui a suffisamment de ressources, qui a une assurance, et qui éventuellement constitue une menace à l'ordre ou à la sécurité publique. Et on sait déjà que le simple fait de résider sur un lieu qui n'est normalement pas destiné à l'habitation n'est pas en soi une menace générale à l'ordre public. Donc le vrai problème, la vraie violation du droit en l'espèce était vraiment des violations procédurales, le fait qu'il n'y ait pas une analyse au cas par cas de la situation de chacun. Donc dans ces groupes de Roms qui ont été renvoyés, il y avait peut-être des gens qui n'avaient pas le droit d'être en France. Mais certains avaient peut-être le droit, et pour ça, il fallait une évaluation tout simplement individuelle. Donc le droit européen exige une certaine étude procédurale, je dirais, individualisée au cas par cas. Mais après, il faut prouver quand même qu'on remplit les conditions. Hein. Donc voilà un petit peu pour l'aperçu que je voulais vous donner. Le droit européen a 2 volets qui, à mon avis, sont pertinents pour la question de l'intégration et de la mobilité des Roms. Le droit de la non-discrimination, avec des forces et des limites, le droit de la libre circulation. Et puis, si ça vous intéresse, je me permets de poser deux axes de réflexion qui vont au-delà, mais sans rentrer dans les détails, c'est juste si vous avez envie. Moi, il y a quelque chose qui me frappe dans ce régime juridique de l'Union, c'est que bien qu'il y ait eu des violations assez claires du droit de l'Union, il y a eu très peu d'actions en justice. Donc ça veut dire qu'on a des droits, mais qu'il n'y a pas d'utilisation du système juridique. Et ça pose à mon avis des questions d'accès, de structure du droit, éventuellement d'organisation de la communauté et de sa capacité à se saisir du droit. On peut en parler parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et la deuxième piste de réflexion, à laquelle je vous invite si vous en avez envie, c'est que là j'ai donné un petit peu un aperçu du régime juridique tel qu'il existe au niveau de l'Union et qu'il est pertinent pour la question des Roms à mon avis. Mais bien entendu, la question de la mobilité et de l'intégration des Roms va au-delà, à mon avis, de simple action en justice pour non-discrimination ou mobilité. C'est une question d'acceptation de la société d'accueil, d'adaptation de la communauté Rom à la structure d'accueil. Donc c'est des questions qui vont bien au-delà de la bête technicalité du droit et de l'action en justice. C'est des questions de société. Et là aussi, l'Union européenne essaye d'intervenir, mais par des instruments tout à fait différents, donc je peux peut-être... moins juridique, un peu plus mou, on appelle ça du soft law en anglais, donc du droit mou, mais qui parfois est peut-être presque plus utile que le simple droit en soi. Donc ça, on peut aussi en parler si ça vous intéresse. Et je passe la parole à Pavel, qui lui a une perspective un peu différente à donner sur ces questions. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci surtout pour m'inviter. Moi, je voulais juste ajouter un autre angle à ce sujet. Surtout ce qui est notre relation avec les pays tiers. En fait, bon, pour commencer, pour donner un petit peu des informations des bases, bon, on sait tous ce qui est Schengen, espace de Schengen. Espace de Schengen, ça implique aussi la politique commune des visas. Du coup, on a un visa Schengen qui est donné par tous les pays de l'Union européenne, enfin, de Schengen. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir la réciprocité au niveau des régimes des visas avec les pays tiers. C'est-à-dire, si jamais nous, on n'exige pas dans l'espace de Schengen des visas de certains pays, par exemple les États-Unis ou le Canada, on attend que ces pays ils vont faire la même chose avec les non-citoyens de l'Union européenne. Et par exemple, l'exemple des minorités, enfin les liaisons avec l'exemple des minorités, c'est avec Canada. Canada, en 2007, a en effet levé l'obligation de visa pour plusieurs des États membres, nouveaux États membres de l'Union européenne, y compris République tchèque. Mais tout de suite à ça, le chiffre des demandeurs d'asile à Canada a
quadruplé. En gros, en 2006, ils ont eu 5 cas et en 2008-2009, ils ont eu 2000. Bien évidemment, ils ont commencé, ça coûte à certains moments, dans chaque pays, c'est aussi les restreints, surtout 2008-2009, ça a commencé, les problèmes économiques ont commencé bien démarrer. Et ils ont réimposé, les Canadiens, ils ont réimposé l'obligation de visa aux citoyens tchèques. Pourquoi au Tchèque? Parce qu'ils ont vu que les problèmes, au niveau des chiffres, c'était là la plus grande origine des problèmes. Bien évidemment, beaucoup de ces cas, de demandeurs d'asile, c'était des minorités. Certains d'eux, en effet, ils ont reçu un statut de réfugiés au Canada, ce qui pourrait amener une réflexion, notamment justement par rapport aux conditions dans lesquelles ces gens, ces minorités, comment ils se retrouvent dans leur pays propre, à la fin de la journée, parce que eux sont les ressortissants de l'Union européenne. Mais aussi, ça nous a ramené aussi à un problème, disons, international entre l'Union européenne et Canada, parce que, c'était un problème, parce qu'on a eu plus de réciprocité. Du coup, les problèmes de manque de réciprocité sur les visas, ça a commencé aussi à influencer les autres domaines de notre relation avec le Canada. Par exemple, dans le domaine des commerces. Du coup, on peut voir facilement ces choses-là commencer à avoir une influence sur les autres sujets. Bien évidemment, en réalité, c'est jamais aussi simple que ça. Il faut aussi dire que beaucoup des cas des demandeurs d'asile, c'était les cas, on pourrait même dire abusifs, parce qu'à la fin de la journée, les gens soit étaient rejetés par le système canadien comme réfugiés, ou bien ils ont abandonné leur demande. Du coup, c'était clair qu'ils sont venus juste pour profiter des systèmes. Mais aussi, ce qui était clair, c'était le système canadien aussi était particulièrement généreux. Du coup, il pouvait rester, il avait donné l'argent, et clairement, ils se sentaient mieux au niveau matériel que dans leur pays propre. Voilà, du coup, ça c'est une angle de vue. L'autre, qui est presque un miroir de premier exemple, on a aussi introduit, nous, un régime sans visa avec pays des Balkans occidentaux. C'était entre 2010 et 2011. Ce qui s'est passé presque après quelques semaines ou mois, certains de nos pays membres ont vu leurs chiffres de demandeurs d'asile grimper à vitesse énorme. À nouveau, c'était le problème parce que, tout d'abord, en dehors des problèmes économiques, parfois c'était même les problèmes humanitaires, parce que certains de ces pays, par exemple en Belgique, je me souviens, il y avait particulièrement froid et leur capacité d'accueil n'était pas prête à accueillir aussi grand chiffre de gens à la fois. À nouveau, c'était beaucoup de ces gens, c'était en grande majorité des minorités qui venaient de Serbie, de Monténégro, etc. Et nous, on n'est pas allé aussi loin que les Canadiens par rapport aux citoyens tchèques. Nous, on a mis en place certains mécanismes de suivi et on a aussi révisé nos règles des procédures d'asile, ce qui était, en toute évidence aussi, un petit peu trop généreux, parce que beaucoup de ces gens n'ont pas eu le titre de réfugiés politiques, ils ont abandonné leur demande, etc. On a aussi travaillé beaucoup avec les pays d'origine pour que Serbie ou Monténégro intègrent mieux ces gens dans leur société. Mais bon, voilà, c'est à nouveau le même problème.
à la fin de la journée, on peut se retrouver à l'origine des problèmes qui est très souvent la misère. Ce qui m'avait frappé, et ça, c'est quelque chose que j'ai vu, parce que j'ai vu aussi en voyageant, notamment dans les pays des Balkans occidentaux, j'ai vu ces familles qui retournaient parfois de l'Allemagne. Les conditions sont loin d'être favorables, les conditions matérielles dans lesquelles ils vivent. Du coup, voilà, c'est ça l'angle. D'ailleurs, en suivant beaucoup de développements migratoires, c'est plus ou moins ça ce qui se passe, pas seulement avec minorités, Roma, Tziganes, n'importe. C'est en gros beaucoup de migrants irréguliers qui arrivent en Europe, par exemple de l'Afrique subsaharienne. C'est plus ou moins la même chose. En gros, ils visent meilleur avenir pour eux, pour leurs proches. Et voilà, c'est ça ce qui... Parce que, soyons clairs, pour venir des Romanies en France, c'est difficile, etc. Mais ça n'a rien à faire avec les gens qui viennent des Bangladesh, des Mali, et encore plus loin. Du coup, là, vraiment, ils traversent des territoires, des mers, en mettant en péril leur vie propre, la vie de leurs enfants, leurs proches. Voilà, merci. Alors évidemment, j'ai plein de questions, mais je vais essayer de me restreindre. Concernant le film, la partie du film quand vous repartez en Roumanie, je suppose que vous êtes partis toutes les deux. Quand vous repartez en Roumanie, est-ce que vous aviez des intentions précises, même si on les devine, pour ce voyage, montrer donc le village dans lequel cette famille avait vécu? Est-ce que combien de fois ils ont fait l'aller-retour en France? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous les avez accompagnés à ce moment-là? Comment vous avez pris cette décision et quelles étaient vos intentions? On aperçoit aussi dans le film la fin d'une autre frontière, c'est-à-dire la fin du communisme, avec l'idée qu'il y avait une situation avant Ceausescu et après Ceausescu. On a l'impression que la situation était a priori plutôt plus favorable pour cette famille rome, pour les Roms de Roumanie. Et l'autre question qui s'adresse peut-être à tous les quatre, quand la Roumanie est entrée dans l'Union européenne, avant que la Roumanie entre dans l'Union européenne, un des critères, c'était justement de respecter le droit des minorités roms en Roumanie pour qu'ils puissent entrer dans l'Union européenne. Est-ce que cette entrée, même si je vois d'après ce que vous avez dit que ça n'a pas dû changer grand-chose, quels ont été les critères pour décider qu'il y avait moins de discrimination sur la minorité rome en Roumanie, qui fait que la Roumanie est entrée dans l'Union européenne? Est-ce que ça fait évoluer les choses au sein de l'État roumain pour les minorités roms? Par rapport au tournage en Roumanie, c'était important pour nous d'y aller avec eux et de voir leur terre, en fait, juste l'endroit d'où ils viennent. Parce qu'aussi, le désir de ce film, il est venu d'un questionnement. Qui sont ces gens, tout simplement, qu'on voit de plus en plus, qui sont ces enfants, qui vont pas à l'école et qu'on voit dans des positions assez difficiles dans la ville, quoi, de misère, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on entend qu'en Italie, il y a des bidonvilles auxquels il y a des gens qui foutent le feu? Voilà, beaucoup de pourquoi. En France aussi, tout à fait. Mais moi, en tout cas, en 2007, quand j'étais aux Beaux-Arts, c'est surtout ça qui m'avait touchée et qui fait que j'avais envie de faire un film avec les Roms depuis quelques temps. Et donc, tous ces pourquoi, ils ont amené à la réalisation de ce film, dans une démarche, en fait, de recherche de compréhension. Pas forcément de compréhension très rationnelle, mais aussi vous parliez de réciprocité, d'aller à la rencontre. Et donc d'aller en Roumanie, c'était quand même dans cette logique, tout simplement. Et ouais, vas-y Yasmine, mais je voulais dire un truc aussi. Mais vas-y. Et juste très concrètement, en fait, ils font des allers-retours de temps en temps, notamment quand il y a des événements familiaux importants, des décès, parce que il y a un attachement à la Roumanie. Les personnes, quand
il y a un décès dans la famille, la personne est enterrée en Roumanie. C'est important pour eux. Ça leur coûte une fortune, ils s'endettent pour faire rapatrier le corps, mais c'est quelque chose d'important. Quand il y a des naissances, ils font le baptême en Roumanie. Et puis aussi, assez fréquemment, pour renouveler leur papier d'identité, parce qu'ils ont une durée de validité assez courte. Et du coup, on a profité d'un moment où une partie de la famille, justement, devait aller en Roumanie faire renouveler les papiers d'identité. Et on n'a pas pu prendre le... Enfin, comme on l'a appris un peu juste au moment où ils partaient, on n'a pas pu prendre le bus avec eux, mais on les a rejoints sur place. Et donc, on a pu partager ces moments sur place avec eux, voir quand eux retrouvent le village qui est à moitié abandonné, et aussi qu'est-ce que c'était que cet endroit... qu'ils avaient quitté. Du coup, en Roumanie, on a trouvé... moi, ce que j'en ai vu, c'était un pays qui, à l'égard des Roms, avait beaucoup d'ambiguïté, parce qu'il y avait des endroits où la ségrégation a été flagrante et terrible. Une ségrégation spatiale vraiment... il y avait une ville et puis il y avait un bidonville Rome au-delà de la rivière où il fallait traverser un pont branlant pour passer la rivière. Ça faisait vraiment ghetto. Mais le village où ils habitaient, eux, où habitait cette famille, les relations n'étaient pas aussi... n'étaient pas aussi tranchées que ça, et on avait l'impression qu'ils avaient quand même des relations de voisinage avec les Roumains, et que ce qui était surtout très frappant, c'est... Quand je dis avec les Roumains, c'est parce que eux font la distinction, hein, les Roms et les Roumains, pas au sens national, mais plus au sens ethnique. Et oui, ce qui nous a frappé, en fait, dans ce lieu, ce village, c'était le fait que c'était un village frappé par les problèmes de transition économique, et que les Roms, qui étaient déjà les plus pauvres à la base, avaient été les plus déshérités au moment de la chute du communisme et de la décollectivisation, puisque donc, les fermes collectives ont été démantelées, les terres ont été réparties à tout le monde sauf aux Roms, et du coup, voilà, ils étaient mal partis, et cette transition économique qui s'est faite dans des campagnes relativement peu mécanisées, etc., elle a été défavorable à tout le monde, et aux Roms en particulier. Et donc on a trouvé un village où finalement il y a beaucoup de Roumains non-Roms qui allaient aussi travailler dans le bâtiment en Espagne, en Allemagne, etc. Donc il y avait une situation économique générale qui était très difficile. Et finalement la position des Roms, il y avait de la discrimination ethnique, hein, je ne vais vraiment pas dire le contraire, mais il y avait une situation de domination économique, de pauvreté, qui faisait que la situation était intolérable pour eux en Roumanie. Moi, je voulais juste revenir sur le régime transitoire dont vous parliez. Voilà, on voit bien dans le film, donc, en tout cas, Mihai Veda en parle du fait qu'ils ne peuvent pas gagner de quoi manger, de quoi nourrir leur famille en Roumanie, clairement. Mais par contre, en France, le régime transitoire, il a quand même ceci de terrible de limiter l'accès au travail de manière vraiment assez violente pour les citoyens roumains et bulgares. Et ça, pour le coup, moi, je trouve... vous parliez de droits mous, mais moi, je trouve que de manière extrêmement pragmatique, l'intégration, elle passe par le fait qu'on on ait le droit de bosser comme tout le monde pour nourrir sa famille, et pas d'être dans des à-côtés et des marges, au-delà d'une culture qui, en soi, peut revendiquer une certaine marginalité, etc. Mais... cette famille, par exemple, c'était des ouvriers agricoles. Je veux dire, ils ont envie de bosser, quoi. Et pour moi, cette question du travail en France, elle est vraiment très importante, et elle fait partie du droit européen, il me semble. Oui. Alors peut-être juste pour réagir tout de suite à la question du régime transitoire. Donc effectivement, alors il faut quand même, en 2004, après l'accession de 10 nouveaux États membres, et en 2007, après l'accession de la Roumanie et de la Bulgarie, qui sont les derniers à être entrés dans l'Union européenne, il y a eu des régimes transitoires. Effectivement, en particulier pour l'accès au marché du travail. Donc personne n'est empêché d'installer une entreprise, par exemple.
si elle est viable. Personne n'est empêché. Mais par contre, pour la question de l'accès au marché du travail en tant que salarié, il y avait des restrictions. La France n'a pas été la plus sévère. Effectivement, la France a toujours des restrictions. Elle n'est pas la plus sévère parce qu'elle a ouvert pas mal de secteurs dans lesquels il manque de la main-d'œuvre. Alors, j'ai pas la liste là. Je sais dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la restauration, l'hôtellerie, etc. Et il me semble dans le domaine agricole. Mais c'est peut-être à vérifier. Donc, je sais pas. Ça dépend des régions aussi. Pardon ? Ça dépend des régions, il me semble. Certaines. Ça dépend peut-être des préfectures en fait. D'accord. Donc, mais effectivement, le droit européen permettait d'introduire ces restrictions. Et quel pan du droit européen ? Il faut savoir qui a décidé que ces restrictions étaient possibles. Les États. Ça, c'est pas une décision de la Commission européenne qui est souvent accusée de tous les maux, etc. Non, non. Qui a décidé que les restrictions étaient possibles ? Les États, c'est-à-dire nos gouvernements quand ils ont négocié l'accession avec la Roumanie et avec la Bulgarie, et avant ça avec la Pologne, etc. Donc, la possibilité de garder des restrictions, ça n'est personne d'autre que nos gouvernements qui l'ont imposé. Donc, c'était la condition sine qua non pour l'accession. Donc, ça fait partie bien sûr d'un ensemble d'éléments sur la négociation en faveur de l'accession, mais c'est clair que les États membres ont voulu protéger leur main-d'œuvre. Ou en plus, c'est un peu populiste en fait. C'est plutôt un discours qui vise à ne pas faire peur à l'opinion publique. Vous vous souvenez, à l'époque, il y avait l'histoire du plombier polonais. Voilà, c'était des peurs dans l'opinion publique que tout d'un coup, l'ouverture des frontières allait conduire à des centaines de milliers de gens qui allaient venir et profiter du système. Et c'est la raison effectivement pour laquelle les États. Donc vous avez raison que ces régimes transitoires sont importants et qu'ils empêchent, ils peuvent limiter les droits des gens de travailler. Mais j'insiste que ça, c'est pas l'Union en tant qu'une institution de l'Union. Ça, c'est tout simplement les pouvoirs constituants de l'Union, c'est-à-dire nos États. C'est nos gouvernements qui ont négocié ces restrictions transitoires et c'est eux qui continuent à les appliquer. Donc ça, c'est des responsabilités politiques nationales et locales qui sont effectivement tolérées par l'Union parce que ça fait partie de ce qui a été négocié à la base entre nos États et les nouveaux États membres. Après, c'est vrai que j'ai pas insisté plus que ça parce que dans l'affaire de 2010, de nouveau, certaines personnes remplissaient les droits, certaines personnes ne les remplissaient pas. Du point de vue de l'Union, la violation était claire, c'était qu'il n'y avait même pas eu d'analyse au cas par cas. Ils n'ont même pas cherché à savoir qui avait un droit ou qui n'en avait pas. C'est pour ça que je n'ai même pas été plus loin dans ma présentation. Après, un petit point sur la situation en Roumanie, juste pour faire le lien avec votre question. Effectivement, on ne devient pas un État membre de l'Union si on ne remplit pas certains critères, notamment en matière de respect de droits fondamentaux et de respect du droit préexistant, de ce qu'on appelle l'acquis communautaire, l'acquis de l'Union. Donc clairement, la Roumanie devait respecter ce droit-là. Mais ça pose tout un tas de problèmes et de différences entre adopter des textes en droit national qui, bien sûr, reflètent les exigences européennes et les appliquer correctement. C'est vraiment toute la problématique. Et en particulier en Bulgarie et en Roumanie, ils sont toujours sous un système de surveillance, en fait, parce que post-accession, parce qu'ils ont des problèmes vraiment de mise en œuvre des textes qu'ils ont adoptés. Donc formellement, ils sont en règle, ils ont adopté les textes qu'il fallait adopter, mais ils ne les mettent pas en œuvre correctement. Et, je peux ajouter un truc là-dessus ? Oui. Je vais juste ajouter là-dessus. En fait, moi, j'étais assez frappée en Roumanie de voir qu'il existait des mesures qui semblaient très progressistes et bien plus que ce qu'on peut avoir en France pour lutter contre les discriminations, et que, par exemple, il y a tout un dispositif que je pense est hérité d'une longue tradition des minorités en Roumanie et dans la région, mais qui est de favoriser la représentation politique de ces minorités avec des systèmes de quotas au Parlement, à l'université, et qui donc vise à promouvoir l'accès des minorités, y compris les Roms, à des positions de pouvoir. Et ça, c'est des choses qui existent en Roumanie. En France, on est loin de cette réflexion pour la place des minorités. Pas m'étendre là-dessus, mais voilà. Oui, j'avais une question toujours au sujet du film, c'était sur la famille. Sur la famille que vous avez filmée, comment vous y étiez prise pour les rencontrer,
Et puis quel travail vous avez fait pour mener les entretiens et comment vous avez pu gagner leur confiance? Alors, cette famille, en fait, on l'a rencontrée grâce à mon père, qui est le ferrailleur dans le film. Et donc, moi, comme je disais tout à l'heure, j'avais envie de faire un film avec les Roms depuis quelques temps, enfin, en tout cas, depuis que j'étais étudiante. Et donc, je faisais aussi de temps en temps de la ferraille avec mon père, et c'est un milieu que j'aime bien, un endroit comme ça où des matières partent dans le monde entier pour être recyclées, et puis en même temps c'est une espèce de sous-économie parce que c'est quand même souvent des marginaux qui font de la ferraille, et puis même si c'est en train d'être acheté par Veolia, et en même temps c'est complètement soumis aux lois du marché international, de la bourse en fait, tout simplement, ce qui fait qu'en 2008 on s'est retrouvé avec une chute absolue du prix à la tonne, alors que l'été d'avant on avait presque 200 € la tonne de métaux non ferreux, et puis de tout venant, quoi. Et puis là, d'un coup, c'était 20 €. Alors pour des gens qui sont déjà un peu marginaux, c'est une tonne à 20 €, c'est vraiment rien. Bref, c'était un monde qui m'intéressait. Et donc, mon père a rencontré cette famille. Et à ce moment-là, il m'a dit, écoute, Naïs, viens les rencontrer. Donc moi, j'ai embarqué Yasmine. Et en fait, tout simplement, ça s'est bien passé. Enfin, on a discuté... voilà, je vais dire des bêtises. Mais oui, non, la confiance après, c'était une rencontre. Et puis concernant les entretiens, comme on a travaillé avec Gabriela, qui donc elle est roumaine, elle était bénévole pour Médecins du Monde. Elle aidait cette famille et les autres familles de cet endroit à faire les papiers. Elle a bien voulu très gentiment être notre interprète. Ce film s'est fait avec beaucoup de gens qui ont travaillé gratuitement, d'un peu de partout. C'est très... Juste, sur le plan très pratique, en fait, on n'était pas en permanence avec une interprète. On communiquait avec la famille en français, en baragouinant comme on pouvait. On arrive à se faire comprendre, quand même. Mais simplement, quand il s'agissait pour eux de raconter leur histoire, d'exprimer des choses plus intimes, etc., forcément, ils étaient plus à l'aise en roumain. Ils n'allaient pas essayer de faire des phrases... un peu cassé en français, donc on leur a dit, on savait de quoi ils voulaient parler. On leur a dit on va vous faire raconter tout ça avec quelqu'un qui parle roumain. Oui, puis c'est pas que ça non plus. On savait ce qu'on avait envie d'aborder. Ce que je veux dire, c'est que le travail au quotidien, il n'était pas avec un interprète. On a fait intervenir l'interprète de manière ponctuelle sur les entretiens. Mais l'envie que ce soit pas effectivement qui parlent en français, c'était tout simplement que on se sent mieux dans sa propre langue, et donc en fait on lui demandait, moi j'avais pas envie d'un format trop frontal dans les entretiens, donc c'était intéressant aussi d'avoir quelque chose qui était de l'ordre de la discussion. Et donc avec Gabriela on abordait en fait avant la thématique qu'on souhaitait qu'elle développe avec elle, et puis ensuite ils discutaient pendant des fois 1 heure ou 2, et nous on dérochait le soir en fait, avec Gabi qui nous traduisait, et donc on savait ce qu'on avait à développer par la suite pour les jours de tournage qui arrivaient. Voilà. C'est à Élise que je voudrais m'adresser. Dans votre intervention, à plusieurs reprises, parlant de discrimination, vous avez fait référence à des groupes ethniques et à race. Existe-t-il une définition juridique dans l'Union européenne du mot race? Oui, merci, c'est une excellente question. Alors non, bien sûr, il n'existe pas de définition juridique. Par contre, il existe, et je comprends bien votre remarque, il existe un disclaimer, oui, un espèce de mot de prudence, je dirais. Donc le législateur, dans cette directive, utilise le mot race, ce qui en soi est bien sûr controversé, mais il explique pourquoi, dans la directive. Enfin, il explique. Je vous lis, c'est dans le préambule de la directive, le justificatif, voilà.
Donc c'est au paragraphe 6 du préambule. L'Union européenne rejette toutes les théories tendant à déterminer l'existence de races humaines distinctes. L'emploi du mot race dans la présente directive n'implique nullement l'acceptation de telles théories. Donc la question que vous posez, j'y réponds en défense un peu du législateur européen. Je crois que le législateur n'a pas du tout souhaité soutenir l'existence de théories sur l'existence des races, mais c'est une question qui est assez classique en droit. Est-ce qu'on accepte d'utiliser un mot dont on veut bannir l'utilisation parce qu'on sait que des gens vont l'utiliser, sans pour autant en soutenir l'utilisation, ou est-ce qu'on le bannit complètement de son vocabulaire en faisant semblant qu'il n'existe pas, mais en compliquant peut-être la lutte contre ce terme? Bon, c'est un choix qui a été fait, vous voyez ce que je veux dire, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais simplement je crois que le législateur européen a été, disons, conscient, a fait un choix conscient. Effectivement, j'ai des étudiants suédois qui m'ont dit que, par exemple, en Suède, c'était absolument inacceptable de mentionner le mot race dans un texte. Donc là, il y a dû y avoir une négociation au Conseil entre les États et ils ont décidé que, bon, ils utiliseraient le mot alternativement avec origine ethnique et ils feraient attention à donner cette espèce d'avertissement au lecteur. Donc vous avez raison, c'est une question sensible. Bon, c'est un choix de façon d'aborder le sujet, quoi. Bonsoir. Puisque nous en sommes aux questions juridiques, moi, il y en a une que je me pose, c'est vis-à-vis des violations caractérisées des droits de ces populations-là au niveau européen et au niveau national ou des États nationaux. Qui peut plaider, qui peut rester en justice en définitive, qui peut porter plainte, devant quelle institution de l'Union européenne, et si les décisions vont dans le sens d'une reconnaissance d'une discrimination ou d'une violation quelconque du droit européen, qui est chargé de faire appliquer les décisions qui ont été prises par la juridiction. La deuxième question, moi, c'est par rapport au régime transitoire, je me pose la question de savoir si elle est effectivement, du point de vue du droit, si on ne peut pas y opposer le droit pur, proprement dit, de l'Union européenne. Est-ce que cette tolérance-là, est-ce qu'elle a un fondement juridique? Et enfin, je me pose moi après la question, mais ça dépasse peut-être l'aspect juridique, encore que ça l'englobe, mais ça le dépasse, c'est la question des solidarités citoyennes que nous pouvons ici exercer dans le cas où on constate des violations flagrantes du droit et des droits humains en particulier. Oui, c'est une question juridique, mais je regardais Pavel parce que je sais que vous êtes posé, enfin, sur la question des régimes transitoires, je sais que vous avez travaillé dessus. Je commence. Alors la première question, celle de l'accès à la justice, merci beaucoup parce que je pense que c'est vraiment une des grandes questions. Le droit de l'Union européenne, en principe, est utilisable par tout un chacun devant n'importe quel juge. Alors, après, ça peut être un peu compliqué, mais en principe, le droit, en particulier dans ce genre de situation où ce sont les autorités publiques qui sont l'auteur de violations du droit de l'Union, devant un tribunal administratif. D'ailleurs, les quelques affaires qu'il y a, ce sont des tribunaux administratifs de Lille ou de Lyon qui ont jugé des affaires dans lesquelles les Roms eux-mêmes, en tant que victimes, ont agi. Alors, donc ça c'est le mécanisme de base, c'est-à-dire que le droit de l'Union est utilisable comme le droit national. C'est la grande spécificité de la matière. Et parfois on ne se rend même pas compte qu'on utilise le droit de l'Union parce qu'en fait il a été transposé en droit national. Donc vous utilisez une disposition du code administratif, du code des étrangers, du code du droit du travail qui en fait est en train de mettre en œuvre une directive européenne. Donc le mécanisme vraiment classique, c'est ça. Alors après, il y a un mécanisme complémentaire
Et donc après, qui s'assure de la mise en œuvre de ce jugement? Les autorités nationales, comme de la mise en œuvre de n'importe quel jugement. Après, il y a deux choses peut-être à ajouter. Il y a une grande spécificité du droit de l'Union européenne, selon lequel la Commission européenne est en fait la gardienne des traités, la gardienne du droit de l'Union, et elle peut aussi agir au nom de l'intérêt de l'Union. Et si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'affaire justement de l'été 2010, il y avait un échange, une dispute entre Nicolas Sarkozy, le président Sarkozy à l'époque, et la commissaire en charge de la Commission européenne, Viviane Reding, qui avait dit que c'était scandaleux, que ça lui rappelait des temps peu glorieux de notre histoire commune, et à laquelle ce à quoi Nicolas Sarkozy avait répondu: mais si vous n'êtes pas d'accord, reprenez-les au Luxembourg, les Roms. Donc vraiment un échange de mots très violents entre deux grandes personnalités politiques de l'Union. Et la Commission avait enchaîné sur la menace d'une action en justice devant la Cour de l'Union européenne. Donc là, dans ce cas-là, c'est plus devant une juridiction nationale, c'est devant une Cour de l'Union, mais bon, on attaque un État. Hein. Donc c'est vraiment un mécanisme particulièrement lourd et symbolique et très fort. Ça se fait beaucoup. Que la Commission attaque des États en justice, mais ça se fait beaucoup sur des questions techniques, sur des questions de respect des standards de production des gobelets en plastique, par exemple. Mais en matière de droits fondamentaux, pour le moment, la Commission, le plus bel exemple, ça aurait pu être cette question-là, parce que vraiment la Commission a pris les étapes préliminaires d'une action en manquement, donc pour manquement aux droits de l'Union, mais la Commission s'est retirée à la dernière minute, parce que le gouvernement Sarkozy a dit oui, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre, et comme on le sait, c'est pas vraiment le cas. Donc c'est aussi un mécanisme qui a des faiblesses. Mais l'outil principal, c'est justement l'action en justice individuelle, et c'est ce qui est intéressant dans ces affaires de Rome, c'est que le problème dans les affaires de discrimination grave, c'est que la victime est tellement isolée et tellement vulnérable que la probabilité qu'elle s'empare d'une action en justice est faible. D'où l'intérêt du rôle des organisations, des ONG, etc., comme Gilles en parlait tout à l'heure. Mais là, on tombe sur des obstacles procéduraux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de normes européennes exigeant que tous les États membres donnent accès à la justice à des ONG. C'est-à-dire que les victimes peuvent porter plainte. Mais il n'y a pas, pour le moment, chaque régime juridique, chaque État a des règles différentes sur l'accès des ONG à la justice au nom des victimes. Donc les ONG peuvent soutenir la victime, mais pour ça, il faut qu'il y ait une victime qui porte son action en justice. Et moi, je sais, j'ai rencontré des gens d'ONG à Bruxelles qui ont dit, dans l'été 2010, on n'arrivait pas à contacter des gens qui voulaient porter l'affaire. Nous, on les aurait soutenus, mais on doit avoir quelqu'un qui porte l'affaire. Et donc c'est toute la problématique des discriminations, c'est que les gens qui en sont le plus victimes sont les moins, les moins armés en fait pour se battre tout seuls en justice. Alors là, je dois quand même dire le grand apport de cette directive 2043 dont je vous ai parlé sur les races et l'origine ethnique, c'est qu'elle exige par exemple des soutiens que les ONG puissent soutenir, que les syndicats puissent soutenir en justice, mais pas remplacer la victime. Donc elle exige que ça puisse soutenir et que aussi des organes comme la HALD, maintenant le défenseur des droits de l'homme, puissent aussi soutenir en justice. Mais ça ne remplace pas que c'est la victime qui doit porter son action. Et ça, c'est une grande question. Moi, j'avais peut-être aussi pour les réalisatrices du film. Donc vous avez fait un choix qui était de travailler sur l'intimité de la famille, mais moi, je me demandais, est-ce que dans votre expérience, en tout cas, votre fréquentation de ces lieux-là, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a des structures internes à la communauté qui permettraient de s'armer? C'est ça un petit peu qui est difficile. C'est que j'ai l'impression que c'est des communautés qui ne s'arment pas toutes seules d'une structure qui correspond à celle que la structure majoritaire exige pour que le groupe existe institutionnellement. Je ne sais pas si je... Ouais, en fait... dans ce qu'on a vu, ils sont très confrontés au droit quotidiennement, notamment à cause de leur rencontre avec la justice pénale, avec des petits délits. Il y a un certain nombre de gens sur le terrain qui sont incarcérés. Il y a les associations de soutien, du coup, ont constitué des réseaux d'avocats qui peuvent être mobilisés quand aussi ils ont des arrêtés de reconduite à la frontière ou des obligations de quitter le territoire, ou voilà ce type de mesures contre lesquelles on peut porter des recours. Et il y a aussi une activité des associations pour essayer d'obtenir de la jurisprudence sur les expulsions, notamment pour
notamment un des enjeux des luttes juridiques des associations, c'est de faire reconnaître que la caravane ou la cabane qui est sur un terrain est un domicile et du coup peut ne pas faire l'objet d'une expulsion pendant la trêve hivernale, des choses comme ça. Donc il y a des luttes juridiques qui ont lieu, mais dans ce qu'on a observé, elles sont initiées par les associations plutôt, c'est-à-dire par des gens qui sont comme vous, qui ont certaines consciences politiques, qui savent s'orienter dans le monde administratif, judiciaire, savoir qui contacter. Et donc faire ces démarches sur les terrains. Il y a quand même aussi beaucoup de gens qui sont illettrés. Toutes les démarches juridiques sont très compliquées aussi pour eux. Voilà, donc ça c'est un peu l'impression que j'ai. Mais j'ai une question sur concernant l'action en justice, parce que tu as beaucoup parlé des mécanismes qui existent au niveau de l'Union européenne, mais est-ce qu'il existe au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme des mécanismes? Parce que il me semble qu'il y a beaucoup d'activités au niveau du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme pour donner un statut à la communauté rome en Europe et garantir les droits des Roms en Europe. Donc est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des mécanismes qui permettraient d'obtenir une protection contre les discriminations, etc. Je sais pas. Oui, alors l'organe, effectivement, donc par souci de clarté, il existe 2 structures internationales européennes. La première, c'est l'Union européenne, dont j'ai parlé et dont Pavel a parlé. Et l'autre, c'est le Conseil de l'Europe, qui sont 2 structures vraiment distinctes. Et c'est vrai que j'ai pas parlé du Conseil de l'Europe, dont l'instrument principal, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, qui effectivement est la Cour, qui est mise en œuvre par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, qui effectivement a eu un grand rôle dans la protection de Rome. Mais comment cet instrument-là, qui est un instrument différent, est-il mis en œuvre? Donc comment utiliser la Convention européenne des droits de l'homme? Pour ça, il faut d'abord agir en justice au niveau national et il faut épuiser tous les recours nationaux. Donc vous allez au tribunal administratif, vous perdez. Vous allez à la cour d'appel, vous perdez. Vous allez à la cour de cassation. Et seulement si là, vous avez perdu, vous pouvez aller... Alors vous imaginez, la pauvre personne qui n'arrive déjà pas à amener sa première action. Donc c'est un mécanisme. C'est pour ça que j'en ai moins parlé, parce que déjà, je suis moins experte et je pense que le droit de l'Union est plus facilement utilisable. Et attends, un dernier... Vas-y, pardon. Oui, pardon. Non, il fallait juste... Mais ça concerne un peu ce sujet, parce que tu as bien fait de nous rappeler que le droit, c'était pas de l'émotion et de la sensibilité, c'était des choses que les hommes décident ensemble et qui est comme il est, et qui est susceptible de beaucoup évoluer. Tu as parlé même de droit mou, donc c'est très bien, c'est l'humanité du droit, au fond, la mollesse du droit. Mais tout de même, même si il faut rappeler cette affaire, il faut aussi rappeler que le droit, il me semble, a quelque chose de très dur. Et j'aimerais bien que Pavel nous parle un peu de Frontex, puisque, on n'est peut-être pas très bien informé, mais nous savons un peu que l'Europe est aussi responsable j'ai pas dit coupable, hein, j'ai dit responsable, de murs, de barbelés, comme on a mis dans notre affiche, de choses extrêmement dures et râpeuses et difficiles à franchir, et derrière lesquelles se trouvent des flics, des gens qui sont là pour empêcher les choses. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce droit dur, très dur? Oui, juste peut-être d'abord je veux répondre à la question concernant la période de transition. En fait, dans la hiérarchie des normes européennes, des droits européens, en fait, on a la même hiérarchie plus ou moins que dans le droit interne, c'est-à-dire les traités, c'est tout en haut, et après on a les directives, et après on a le droit mou, etc. Et bon, malheureusement, les traités d'adhésion, c'est aussi des traités, c'est un rang de traités, et les périodes de transition, c'est annexé, mais quand même, ça a le même statut que les traités. Du coup, pour nous, c'est des normes suprêmes, et pour lesquelles on ne peut rien faire. La seule chose pour faire, c'est changer les gouvernements pour qu'ils décident différemment, parce que d'ailleurs, comme Elisa l'a dit, c'est l'État qui en change, l'État c'est nous, quoi.
Du coup, voilà ce qui... D'ailleurs, je veux vous dire qu'à certains moments, on s'est retrouvés, on a plusieurs directives qui garantissent certains droits aux ressortissants d'États tiers qui séjournent légalement sur le territoire de l'Union européenne, enfin les ressortissants de, je sais pas, Russie, Afghanistan, etc. Là, on leur garantissait certains droits, notamment accès au marché du travail. Et on s'est retrouvé un petit peu dans contradiction avec les périodes de transition, parce qu'on s'est retrouvé de garantir des droits d'accès au travail aux Russes qui a passé 5 ans légalement je sais pas, en Allemagne, tant que les Polonais ils pouvaient pas aller en Allemagne travailler. Et en fait, on s'est retrouvé même de limiter ces droits aux ressortissants d'États tiers, notamment pour respect des normes suprêmes qui étaient justement les périodes de transition. C'est un truc bête, mais ça a un rang des droits suprêmes dans le régime de l'Union européenne. Bon, après pour le Frontex, bon, c'est un petit peu, bon, il y a Frontex, je peux imaginer, il a pour certains gens, il a une mauvaise presse, comme on dit. Je dois vous dire que c'est pas aussi mal que ça. Frontex, c'est une agence, justement, enfin, c'est bien que vous me rappelez, c'est pas évident pour tout le monde. Frontex, c'est une agence qui s'occupe des frontières externes de l'Union européenne. Enfin, ça se base sur les concepts que, bien évidemment, dans l'espace Schengen, on n'a pas de frontières internes, on n'a pas de contrôle, on peut traverser ces frontières comme on veut. Par contre, les frontières externes, ce sont les frontières classiques, politiques, on a les points de passage de frontières, on a des surveillances, etc. Bon, Frontex est là pour assister surtout. Soyons clairs, la compétence pour surveiller les frontières, c'est toujours la compétence des États membres. Du coup, on n'a pas de situation où, je sais pas, les Allemands, ils envoient leurs gardes des frontières à la frontière russe, polonaise, russo-polonaise, par exemple. Ou enfin, pour les autres exemples. Du coup, Frontex, surtout, ils font beaucoup d'analyses de risques, ils analysent beaucoup de flux migratoires, les chiffres, ça a vraiment devenu une grande référence pour des analyses de toutes les tendances. Ils nous assistent beaucoup à chaque fois, par exemple, quand on mène des dialogues sur les visas, quelles conséquences, enfin, si on lève le régime des visas pour tel ou tel pays tiers, quelles conséquences ça pourra avoir dans l'avenir, etc. Ça, Frontex, ils font beaucoup. Ils font bien évidemment aussi les actions un petit peu sur le terrain, mais ils les coordonnent. Du coup, il n'y a pas d'agent de Frontex, il n'y a pas un uniforme Frontex. C'est que les gardes des frontières, je sais pas, slovènes, suédois, qui, au cas où, s'il faut vraiment, par exemple, ce qu'on avait une situation comme ça à la frontière entre Grèce et Turquie. Là, il a fallu renforcer la capacité grecque de contrôler leurs frontières. Et là, justement, Frontex a coordonné beaucoup, mais c'était physiquement, c'était les gardes frontières slovènes ou allemandes qui ont été déployés là, qui faisaient la surveillance. Il s'occupe beaucoup, justement, sur ces actions. Frontex, il est très utile. Par exemple, quand on a eu la crise dans les îles Canaries, ça fait quelques ans, quand il y avait beaucoup de gens qui ont traversé Maroc et puis ont arrivé avec les bateaux dans les îles Canaries. Là aussi, Frontex a intervenu, a commencé à faire les patrouilles, etc. Bon, ça reste un law enforcement, c'est-à-dire l'agence qui met en œuvre les droits, les règles, comme la police, je veux dire les gardes des frontières. Et ils sont là pour contrôler vraiment. Parfois, ça amène à une situation peu confortable pour les gens en question.
ça finit jamais à repousser les gens parce que c'est contre notre droit de repousser les gens de l'autre côté des frontières. Mais en effet, ils sont là pour que les droits soient respectés. Les droits est qu'on passe la frontière dans les points désignés, il faut avoir le visa, il faut avoir les papiers, etc. Oui, je voulais rajouter par rapport à votre intervention. Je suis membre de l'Assemblée permanente du Conseil de l'Europe. Et en fait, par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la justice, par rapport à la Cour européenne de justice, il y a un vrai problème, au-delà de celui que vous évoquiez, le fait qu'il faut passer par les différentes instances au niveau national. Il y a un vrai problème qui a été dénoncé la dernière fois que j'y suis allée, qui était aussi ma première, donc je découvre un petit peu. J'ai l'impression qu'effectivement, on est bien dans une instance de ce que vous avez appelé le droit mou, mais qui est important aussi parce que c'est quand même un lieu où les différents parlements se rencontrent, échangent sur des sujets qui sont effectivement difficiles. On a parlé il y a eu toute une après-midi pour voter une résolution par rapport à la Géorgie. Donc, les Géorgiens sont là, les Russes sont là, et chaque pays s'exprime. Donc, c'est effectivement du droit mou, mais c'est peut-être aussi ce qui peut faire avancer le dialogue. Ni plus ni moins peut-être. Je voulais dire par rapport à la Cour de justice européenne, ça a été dénoncé lors de cette dernière session, c'est qu'effectivement, dans un certain nombre de pays où il n'y a pas eu de directive d'application, ou en tous les cas les peuples considèrent qu'il n'y a pas de directive d'application dans leur pays, donc du droit européen, de fait, pratiquement tout ce qui passe au niveau juridique dans leur pays se retrouve, les gens vont jusqu'à la Cour européenne parce qu'ils considèrent que leur pays n'a pas jugé correctement. Et du coup, ça devient quasiment impossible pour la Cour européenne de traiter dans des délais convenables et du coup de répondre aux problèmes et donc d'assurer sa vraie fonction. Parce que, effectivement, trop d'affaires qui arrivent au niveau européen, ce n'est plus gérable. Donc, effectivement, c'est un réel problème, c'est-à-dire que cette Cour européenne, aujourd'hui, n'a quasiment plus les moyens de fonctionner, parce que trop sollicitée, finalement. Oui, merci. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Peut-être 2 points. Sur la question du droit mou, c'est vrai que ça a une connotation un peu négative, mais je crois effectivement que c'est très important. Ce que les juristes désignent par du droit mou, enfin en anglais soft law, c'est effectivement tous ces instruments, des résolutions, mais au-delà de résolutions politiques, effectivement le Conseil européen, le Conseil de l'Europe en matière de protection des droits fondamentaux a un rôle très très important, que ce soit sur la question des Roms, sur la question de la Hongrie, à l'heure actuelle, l'état de droit, etc. en Hongrie. Donc que ce soit des résolutions, mais ce que je voulais aussi dire par droit mou, je pensais aussi, et peut-être je peux juste le dire rapidement, vous parliez de solidarité citoyenne, etc. L'Union européenne a aussi des financements, le Fonds social européen, etc., donc des programmes qui sont destinés à soutenir des actions sur le terrain, et le Conseil de l'Europe aussi. Et là, c'est vraiment l'idée, c'est plus d'utiliser le droit comme arme, mais d'essayer de développer des infrastructures associatives ou de promouvoir des initiatives collectives à l'échelle locale. Donc, c'est ça que j'appelais droit mou, ou ce qu'on appelle droit mou à l'échelle européenne. C'est aussi de comparer des pratiques de différents États membres en essayant de dire celui-là, il est un mauvais élève, alors que celui-là, il a trouvé une très bonne idée, un super programme d'intégration, ce serait bien si on essayait de l'appliquer ailleurs. Donc c'est des façons complémentaires au droit même
d'essayer de faciliter l'intégration. Et sur la Cour européenne de droits de l'homme, plus spécifiquement, oui, c'est vrai qu'elle est engorgée. Il y a des gros problèmes de réforme en cours. Ils essayent de résoudre la question. Je crois que c'est bon signe que les gens utilisent... Enfin, c'est pas bon signe, bien sûr, qu'il y ait des violations des droits fondamentaux, mais ça veut dire que c'est un instrument qui est de plus en plus utilisé et qui a une grande autorité morale. La mise en œuvre de ces jugements, par contre, n'est pas toujours très bien faite. Mais bon, ça veut dire que c'est un instrument qui existe, qui est utilisé, et je crois justement pour certaines minorités qu'il y a un appel, enfin les gens ont l'impression que cet instrument peut leur être utile. Donc ça, c'est au moins une bonne chose. Je voulais revenir sur Frontex et faire le lien avec la journée de demain soir, avec la soirée de demain. Quels sont les États qui participent à la politique qui est décidée par Frontex, vu que ce n'est pas seulement des États de l'Union européenne? Est-ce qu'il y a qui décide en fait de la politique qui va être mise en œuvre dans le cadre de Frontex? Comment c'est financé? Et deuxième question, on a une carte derrière vous, on voit l'espace Schengen. Est-ce que cet espace, quel bilan on peut tirer de l'espace Schengen depuis qu'il est en place? Quelles sont les perspectives? La Roumanie et la Bulgarie ne font pas partie de Schengen pour le moment. Est-ce qu'il y a des États de l'Union européenne qui pensent éventuellement sortir de l'espace Schengen? Est-ce qu'il y a, je suppose que vous avez des choses à nous dire par rapport à Schengen, le bilan qu'on peut en tirer. Oui. Bon, tout d'abord, la politique de Frontex, elle est définie à l'échelle européenne. Il y a le board de gestion où il y a la Commission et l'État de l'Union européenne qui sont là et qui définissent les lignes directrices. Le budget, il est prédéfini. C'est une des agences. Il y a plusieurs agences au niveau européen. Du coup, Frontex, il est une de ces agences. Mais Frontex est là pour mettre en œuvre la politique qui est faite aussi au niveau européen par Conseil, par la Commission. Bon, on ne parle pas de deux politiques différentes, non. On est là pour rassurer la cohérence. Frontex, d'ailleurs, il est là pour harmoniser les règles à l'échelle européenne, justement, puisque les gardes qui sont à la frontière, c'est les gardes espagnoles, italiennes, polonaises, etc., il faut que les standards de leur contrôle, de surveillance, etc., que ça soit le plus harmonisé possible. Parce qu'on essaye de créer justement l'espace assez unique à l'intérieur, sans des contrôles. Et pour ça, il faut créer, et ça c'est probablement le plus grand défi, la confiance mutuelle de tous les participants. Ce qui s'est passé, cette confiance, elle est très fragile d'ailleurs, parce qu'on peut retourner aux événements en Tunisie et le flux des Tunisiens qui ont fui Tunisie vers l'Italie. Après, ils ont tous voulu aller en France, et tout de suite, la France n'était pas trop content. En mettant en question vraiment les règles qui sont à la base, c'est-à-dire justement l'absence de contrôle sur les frontières. Et là, on parle de deux pays qui sont à la base d'espace Schengen. Je ne parle pas Pologne, Allemagne, etc. Voilà, du coup, cette confiance mutuelle, elle est toujours un défi qu'il faut construire, et c'est probablement un travail perpétuel et constant. Mais bon, qu'est-ce que l'espace a amené? Bon, je peux vous dire, comme le Polonais, ça m'avait amené beaucoup. Hein. Ça m'avait marqué beaucoup quand je traversais la frontière première fois sans les contrôles. Après avoir passé des heures à répondre aux questions, etc. Là, on se sent vraiment partie de l'Europe, quoi. Schengen, d'ailleurs, pour moi, c'est une des fruits de l'Union européenne qui est le plus
tangible pour les citoyens dans leur quotidien, dans la vie quotidienne. Parce que bon, on parle justement beaucoup sur les standards pour les gobelets en plastique et pour les taux des douanes, etc. Mais ça reste toujours quelque part là, sur les textes écrits, etc. Par contre, si on veut aller quelque part, ce soit je prends ma carte d'identité, je prends le premier train ou l'avion et je m'en fiche quelle autre formalité il faut, soit il faut aller d'abord à l'ambassade ou il faut attendre dans la file d'attente à la frontière, etc. Du coup, pour moi, c'est un grand fruit, grand achèvement de l'Union européenne. Et il faut, j'espère que ça restera. Bien évidemment, à nouveau, on est en train de réviser un petit peu des mécanismes, justement pour renforcer cette confiance mutuelle entre les États membres. Mais ça, c'est quelque chose qui est à l'essence de l'Union européenne. Voilà, d'ailleurs, je crois que la Suisse est déjà dans l'espace Schengen, même s'ils sont... Ah, ça, je vous garantis, ils sont là, même s'ils n'y croient pas encore. Mais normalement, ils sont supposés de ne pas avoir le contrôle sur les frontières. Du coup, par exemple, si jamais vous êtes contrôlé, n'hésitez pas à apporter une plainte, parce que justement, il ne devrait pas y avoir les contrôles là-bas. Bon. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. On a effectivement commencé avec vous beaucoup de choses. J'espère qu'on est un peu plus clair sur la question. Et demain, on reviendra donc sur cet espace d'Europe centrale avec ces frontières étranges que nous continuerons à interroger. Merci beaucoup et à demain, j'espère. Et les papiers sont toujours là, oui. Les lois sont à votre disposition.